On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Elle sollicite un troisième mandat et cette fois avec l'équipe André Bouchard. Je parle ici de la conseillère sortante Claire Charbonneau. Mais d'abord, parlons d'hydrologie, parlons de crue des eaux et parlons d'un projet, le projet InfoCru. Parlons d'inondation, parlons du projet InfoCru. Fort heureusement, je vous dis inondation, on a eu une année plutôt tranquille et tant mieux. Oui, 2011 a été une année exceptionnelle, particulière, mais ça reste une préoccupation toujours et toujours quand on a une ville qui borde une rivière comme le Richelieu. Même si on a réhabilité certaines habitations, il en reste toujours qu'il y a une menace liée aux inondations. Et de voir qu'il y a un projet en ce moment et on demande également aux riverains de pouvoir participer à ce projet. On va tenter de vous l'expliquer, de vous le développer. Notre invitée s'appelle Marie-Amélie Boucher. Elle est professeure agrégée en hydrologie, entre autres, à l'Université de Sherbrooke. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, initialement, le projet émane de l'Université de Rimouski. Bon, vous êtes associé à Sherbrooke. De ce que je comprends, évidemment, c'est un enjeu qui touche plusieurs experts. Oui, ben, vous avez mentionné le programme de recherche InfoCru au tout début. Donc, je peux peut-être vous donner quelques explications Ouais. en général par rapport à ça. InfoCru, c'est un très, très gros programme de recherche qui implique plusieurs universités au Québec et des équipes là, du ministère de l'Environnement du Québec. Donc, InfoCru, il y a un volet prévision des inondations et un volet cartographie des zones inondables. Donc, souvent, les gens confondent un peu les deux, mais en fait, c'est deux choses assez différentes. Ça se fait pas de la même façon. Et donc, nous, notre projet, le projet qui est mené par ma collègue de l'Université du Québec à Rimouski, sur lequel je suis, moi, co-chercheur, c'est une petite partie de la grande initiative InfoCru. Donc, nous, notre partie spécifiquement, ça porte sur la façon dont on devrait communiquer les prévisions. Donc, que ce soit l'aspect visuel, mais aussi la terminologie qui devrait être employée. Donc, comment on devrait faire pour bien communiquer la prévision hydrologique de façon à ce qu'elle soit bien comprise et bien interprétée et donc qu'elle puisse être utile. De ce que je comprends, vous souhaitez que les riverains vous contactent, participent à cette recherche? Oui, en fait, nous, notre recherche, bon, comme je vous le mentionnais, c'est sur la communication. Donc, en fait, on veut interroger différents groupes de personnes pour essayer de comprendre leurs préférences, comprendre la façon dont ils perçoivent les informations qu'on leur présente, que ce soit les échelles de couleurs, que ce soit la façon de présenter les informations sur une carte, la terminologie quand on parle de probabilité, ce genre de choses-là. Et donc, parmi les groupes de gens qu'on veut interroger, il y avait les ministères. Donc, on a déjà rencontré des gens de plusieurs ministères au Québec. Il y avait bien sûr les municipalités. Donc, on a rencontré des gens de plus de 50 municipalités au Québec. Et maintenant, on commence l'étape des citoyens. Donc, ça veut dire qu'on amorce maintenant des rencontres virtuelles, malheureusement, avec différents groupes de citoyens. Bon, quand je dis groupe, là, c'est pas des groupes organisés. Là, c'est nous, on fait des petits groupes là, parmi les gens qui nous contactent. Et on fait comme ça des focus groups, si on veut, mais à distance, pour discuter avec les citoyens, connaître un peu c'est quoi leurs besoins en termes de prévision, leur présenter différentes maquettes selon lesquelles on pourrait communiquer l'information. Puis on discute un peu de leur réaction à ça, de la façon dont ils comprennent l'information qui est présentée et tout ça. L'idée, c'est quoi? Que les riverains soient avisés le plus tôt possible quand il y a une crainte d'inondation? Mhm. Oui, ben en fait, actuellement, ce qu'il faut savoir au Québec, c'est qu'il y a déjà des prévisions de débit Ouais. qui sont disponibles pour plusieurs cours d'eau. Puis ces mêmes prévisions-là se retrouvent à plusieurs endroits. Donc, on les a sur le site du ministère de la Sécurité publique via une plateforme qui s'appelle Vigilance. Puis, elles se retrouvent aussi les mêmes prévisions sur le site. Bon, avant, c'était le Centre d'expertise hydrique du Québec. Ça a changé de nom, mais le nom du site n'a pas changé. Donc, ces prévisions-là existent déjà. Donc, on voit en fait un graphique pour une rivière à l'endroit où se situe la station de mesure. Et on peut voir, à partir, disons, d'aujourd'hui, les débits pour les prochains jours, peut-être les 3 prochains jours, par exemple. Ouais. Mais là,
on veut aller plus loin et présenter non seulement l'information sur les débits prévus, mais aussi sur l'étendue de l'inondation et sur les profondeurs d'eau. Donc ça veut dire que l'information devient spatialisée et il faut repenser un peu à notre façon de communiquer ça. Ouais. Et la façon de transmettre l'information aux citoyens, ça va être via le web. Donc, encore une fois, ça va être de l'information qui va être libre pour tout le monde à consulter. Donc, les gens vont aller, par exemple, sur la plateforme Vigilance et vont avoir accès à ces prévisions-là, un peu comme des prévisions météo. Mais ce qu'on constate, c'est que les temps ont bien changé. Moi, je remonte, disons, il y a une trentaine d'années, quand j'étais jeune journaliste à la radio ici à Saint-Jean. Le matin, on avait un repère visuel pas loin du pont ou avant le pont des trains. On appelait dans une station où on avait des bips dans le téléphone où on décodait le nombre de mètres. Et bref, là, on regardait la prévision de vent, si les vents étaient du nord, s'il y avait de la neige dans les montagnes aux États-Unis. Bref, on faisait une espèce d'équation qui était pas tant scientifique ou pas très précis, je devrais dire. Et là, on savait si on allait avoir une grosse, une moyenne ou pas d'inondation du tout. Là, aujourd'hui, on a quand même, je présume, sur le plan scientifique, des outils, disons, plus précis. Oui, on a beaucoup plus d'outils. Donc, toute cette gymnastique mentale-là que Ouais. vous avez dû faire, maintenant, en fait, on a des modèles informatiques qui le font à notre place. Ça ne veut pas dire que ces modèles-là ne doivent pas être interprétés. Donc, il y a Ouais. toujours place à l'humain dans l'équation. Mais il y a des modèles informatiques, on appelle ça des modèles hydrologiques. C'est tout simplement un logiciel, si vous voulez, à l'intérieur duquel il y a toutes les équations qui représentent le cycle de l'eau. Donc, le modèle va prendre comme intrant des prévisions météo, au moins la précipitation et la température. Selon les modèles, des fois, il y a plus d'informations qu'on doit fournir en intrant. Et donc, le modèle va représenter l'infiltration, le ruissellement, l'accumulation et la fonte de neige. Donc, tout ça va être calculé à partir des prévisions météo pour fournir en sortie des prévisions de débit. Les prévisions de débit qu'on a déjà, depuis plusieurs années là, au Québec, bien, ces prévisions-là, on peut les passer dans un autre modèle qui s'appelle un modèle hydraulique, qui, lui, a pour rôle de faire la conversion du débit en une étendue et une profondeur d'eau pour un certain secteur. Donc, pour une portion là, de la rivière, par exemple la rivière Richelieu. Puis, dans le cas de la rivière Richelieu, bon, forcément, on a toujours une influence de ce qui se passe aux États-Unis. Bon, je parlais de neige dans les montagnes américaines, c'est un cas. Mais en même temps, le débit qui émane du lac Champlain lui-même, est-ce que les Américains prennent des décisions qui peuvent avoir des influences sur le débit du Richelieu et forcément sur les inondations et les riverains? Donc, tout ça doit être pris en compte. Oui, ça peut être pris en compte. C'est sûr qu'il y a différents cas de figure au Québec. Le Richelieu est peut-être un cas un peu complexe, justement, à cause de cette interaction-là. Il y a d'autres cas aussi où il y a des rivières, pardon, il y a des rivières sur lesquelles il y a des barrages, donc Ouais. le débit est contrôlé. Évidemment, il faut inclure ça dans notre modélisation. Donc, ça prend une certaine communication, pas juste au niveau de la communication des prévisions en tant que telles, mais communication entre les différents acteurs aussi. Donc, les gestionnaires de barrages qui doivent se parler, qui doivent parler aux prévisionnistes aussi. Bon, depuis les grosses inondations de 2011, on le sait, il y a eu comme pas une reconfiguration, mais disons, maintenant, les citoyens, on parle de la règle du 0-20 ans, du 0-100 ans. Il y a des habitations qui, avec les subventions du gouvernement, ont été, disons, déplacées. Là, je pense à une maison à Sabrevoix où la maison a été reculée, tassée et surélevée. Bref, on a fait comme trois. Et donc, là, on se dit, bien, cette maison-là est probablement à l'abri des inondations pour les 100 prochaines années. Mais en même temps, ça, c'est aujourd'hui. Même si on a déplacé des habitations avec les inondations de 2011, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours un risque. Oui, je pense que le risque zéro n'existe pas dans le contexte où on est quand même relativement proche des cours d'eau, même si la maison a été éloignée. Bon, je n'ai pas vu cette maison-là en particulier, mais on peut penser qu'elle reste quand même
relativement à proximité Ouais. de la rivière. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas de risque complètement nul. Donc, c'est ça. Fait que nous, ce qu'on veut, en fait, c'est juste contribuer à une meilleure prévision, une prévision qui va être claire, qui pourrait être comprise de tous, puis Ouais. ça aide les gens à mieux se préparer, en fait. Donc, les citoyens qui peuvent mieux se préparer, mais aussi les municipalités. Parce que même je regardais dans les 30 dernières années, puis pour avoir même des amis qui restent le long du Richelieu, bon, il y en a évidemment qui sont plus prévoyants que d'autres, achètent déjà leur fameux sac de sable en question, les placent, peu importe ce qui arrive, c'est quand même beaucoup de travail à faire. Et là, dans certains cas, dire, ah, j'aurais dû le faire, j'aurais pas dû le faire, je l'ai fait pour rien. Bon, tu sais, on voit un peu le contexte. Ou encore, même la ville qui, du côté d'Iberville, installe maintenant à chaque année des pompes. Mhm. Tu sais, c'est rendu une habitude, là. C'est comme si depuis des années, on installe des pompes. Bon, il y a des inondations, il y en a, il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est comme si aujourd'hui, on essaie de prévoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais bref, ça reste quand même que si les citoyens informent de la manière avec laquelle on veut, ils souhaitent évidemment qu'on les informe, bien, pour vous, ça va être aidant pour bâtir l'outil. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. En fait, on recueille des informations vraiment très, très pertinentes. Puis bon, là, évidemment, il est beaucoup trop tôt pour statuer sur les conclusions de ça, mais pour le peu d'entrevues qu'on a fait jusqu'à maintenant avec les Ouais. citoyens, puisqu'on vient juste de commencer, c'est intéressant de voir que leurs préoccupations ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des municipalités, par exemple. Ah Parfois, ça ouais, se complète. Et parfois non, mais je ne veux pas m'avancer plus que ça. Par je contre, comprends. là, c'est trop préliminaire encore. Mais vous dites qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes préoccupations. C'est-à-dire que la ville, elle doit se préoccuper de dire, bon, ben là, est-ce que je mets à la disposition des citoyens des sacs de sable? Est-ce que j'installe Mhm. des pompes ou je ne sais trop? Ben, la ville n'a pas le même rôle. La ville a Ouais, un rôle plutôt de prise de décision collective. ouais, Puis c'est pas juste la ville. Là, la ville est en coordination avec un paquet d'autres équipes. Par exemple, il y a le ministère des Transports qui doit prendre certaines ouais. décisions aussi, par exemple pour fermer les ponts, pour fermer certaines routes. Donc, c'est vraiment un très gros travail d'équipe sur le plan collectif. Ouais. Et puis les citoyens, mais eux, c'est sûr que ce qui les intéresse le plus, je pense, c'est leur terrain puis C'est leur sûr, maison. c'est C'est bien sûr. normal. Mhm. Donc, ça fait du sens Ouais, qui n'ait pas exactement les mêmes préoccupations et qui ne recherche pas exactement tout tout à à fait. fait la même information non plus. Bon, ben, en souhaitant que les riverains puissent contribuer, évidemment, à votre étude, je pense que tout le monde va en être gagnant ultimement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Reste avec là. Au retour, on parle politique municipale. Salut, ici Alexandre Et Baudouin. François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de golf? Oui, donc on va mettre nos masques. Oh oui, c'est vrai, c'est On vrai. parle avec Joey Savoie qui vient tout juste de se qualifier pour le PGA Tour Canada Mackenzie Tour, Alex. Manquez pas ça. Four! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Depuis le retour des fêtes, on parle politique municipale presque à chaque semaine à cette émission en vous dévoilant des candidats en prévision de l'élection, autant dans l'équipe du maire Laplante que dans l'équipe d'André Bouchard. Des conseillers sortants également qui ont fait le choix de joindre l'équipe André Bouchard et c'est le cas aujourd'hui. On vous présente Claire Charbonneau, district numéro 11, Normandie Est et Jean Talon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, vous êtes en politique depuis 2013, donc déjà 2 mandats à votre actif. Oui. Vous en sollicitez donc un 3e et vous faites le choix de l'équipe André Bouchard. Pourquoi? Disons qu'il y a beaucoup de discorde à l'hôtel de ville. Fait que moi, je pense qu'une femme, puis Mme Bouchard est quand même assez
tempéré. Je pense que la Ville de Saint-Jean est prête pour avoir une femme à l'hôtel de ville, pour qu'on puisse avoir de l'ordre et du respect maintenant. Et je pense qu'avec l'équipe André Bouchard, on pourra avoir une équipe qui pourrait être forte, honnête et équilibrée et qualifiée. Comme je le disais, vous êtes en politique municipale depuis 2013, mais en fait, il faut reculer quand même un petit peu plus parce que vous avez eu, 2 ou 3 tentatives, même avant d'être élu. Disons que vous aviez la couenne dure, là. Oui, j'ai fait Ouais. 2 tentatives avant. Même la troisième, je n'étais pas certaine, mais M. Fecteau était venu me chercher, fait que j'avais fait une... Pour moi, c'était une dernière tentative. Là, si je perdais, je ne retournais pas. Mais j'ai été élue, fait que j'ai continué après. Qu'est-ce qui a changé entre votre entrée en politique en 2013? Vous avez vécu le mandat Michel Fecteau dans une élection un peu rocambolesque, 5 équipes, 9 candidats à la Oui. mairie. C'était assez particulier comme contexte. Pas sûr qu'on va revoir ça rapidement, mais qu'est-ce qui a changé entre le mandat 2013 et le mandat 2017? Je pense que c'est l'ambiance au conseil de ville. Il y a pas... Le maire n'a pas fait de rassemblement. M. Fecteau avait pris les conseillers élus, puis il avait fait des comités, puis on travaillait ensemble. Mais à partir de 2017, il n'y avait pas d'unanimité, pas nécessairement d'unanimité, mais il n'y avait pas ça ne s'entendait pas, Ouais. de toute façon. Et il a commencé à avoir aussi des choses sur les questions, puis sur les réseaux sociaux aussi, les commentaires et les désinformations. Je sais que je vais avoir des commentaires sur les réseaux sociaux demain, hein, si je dis ça, là, mais en tout cas. Bon. Mais en même temps, vous auriez pu faire le choix de revenir comme indépendante, mais vous faites le choix de joindre une équipe. Pour vous, la nuance, elle est où? Pourquoi vous faites ça? Bien, moi, j'ai toujours été en équipe, de toute façon. Même si on remonte avant, j'ai commencé avec le Parti Action civique. Ouais. Je sais qu'on n'était pas 12, mais on était quand même 4. Après ça, je suis allée aussi avec le Parti Action civique avec M. Lamoureux. Puis après ça, avec M. Fecteau. Fait que je me suis toujours présentée en équipe. Mais mon district, c'est mon district aussi, là. Mais moi, j'aime travailler aussi la ville en général. J'aime travailler en collaboration avec des personnes parce que moi, je suis pas parfaite puis je connais pas tout. Ouais. Tandis qu'il y a d'autres personnes, ben l'autre, ils ont peut-être une autre compétence que moi, j'ai pas, qu'on peut travailler ensemble. Je pense que c'est ça le bon fonctionnement d'un conseil de ville. Bon, vous avez dit que le mandat qui s'achève est un peu le mandat de la discorde. Vous avez goûté, disons, à la médecine des médias sociaux de façon assez violente, disons, au mois de mai dernier, Oui. au moment où le maire avait une suspension de 95 jours. Vous étiez à ce moment-là mairesse suppléante. Donc, Oui. évidemment, ce mandat-là est tombé dans votre cour quand le maire était inapte à être maire durant Oui. ces 3 mois-là. Par contre, vous êtes resté en poste, l'équivalent de 2-3 semaines. Bref, vous avez trouvé ça, trop pénible d'avoir à subir les commentaires haineux sur les médias sociaux? Oui, ça, c'était affreux, là, les commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis, ça a commencé à peu près avec la pandémie. Puis, même mon conjoint et moi, on avait été apostrophés dans un restaurant. Fait que disons que la pandémie pour le public, dans les endroits publics, avait comme ralenti les ardeurs des gens sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, c'était affreux. Puis si la pandémie avait arrêté, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait été encore affecté, puis intimidé, puis harcelé dans les endroits publics? Qu'est-ce qui fait que vous continuez malgré ce contexte-là? Parce qu'on le voyait, même l'Union des municipalités du Québec a fait des Ouais. sorties pour dire, écoutez, on le voit cette année, le recrutement est très difficile pour avoir des candidats aux élections municipales partout au Québec. Les gens ne sont pas tellement enclins à y aller, trouvent ça un peu pénible. Il y a le phénomène des médias sociaux. Qu'est-ce qui fait que vous avez quand même le goût de continuer malgré ce contexte-là? Bien, c'est parce que moi, je trouve que de 2017 à 2021, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait à la ville. Puis, moi, je veux continuer dans le développement économique, dans mon district aussi, les finances de la ville. Disons que la pandémie a affecté beaucoup de choses aussi à la ville. Je n'ai pas terminé ce que je voulais faire complètement à la ville. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis, on a besoin d'une équipe forte et qualifiée. Puis moi, je pense que c'est l'équipe André Bouchard qui devrait prendre le ballon. Et les médias sociaux dans tout ça, vous vivez avec? Bien, disons que je vais pratiquement plus. C'est ce qu'on m'avait suggéré d'ailleurs. Puis, on s'entend que c'est toujours les mêmes aussi, là, qui se cachent en arrière d'un ordinateur.
comme la journaliste de Radio-Canada a dit à la fin du reportage qu'elle avait fait avec moi à un certain moment donné et d'autres élus, je retourne en politique, mais avec une carapace. Sentez-vous que le fait de dénoncer vous libère en quelque part? Est-ce que vous sentez que le fait de dénoncer va ultimement changer les choses? Bien, j'essaie. J'ai même parlé à la présidente de l'UMQ, Mme Roy, Suzanne Roy. Elle m'a même dit que suite à ma dénonciation, parce que j'ai été comme dans les premières à le faire, l'UMQ a fait une politique contre le harcèlement des citoyens envers les élus. C'est un peu à partir de mon cas que j'ai dénoncé en public. Mais au début, j'étais très nerveuse de le dénoncer en public. Mais après ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Je le sais que de toute façon, il y a encore des niaiseries qui se disent sur les réseaux sociaux. Mais comme je vous dis, j'y vois de moins en moins. Puis je trouve que c'est comme... Les gens commencent à savoir, premièrement, c'est qui, puis c'est toujours les mêmes. Parlons des enjeux du district. District 11, une partie de Normandie et de Talon à Saint-Luc. Bon, on le sait, il y a le projet de l'urbanisation du boulevard Saint-Luc éventuellement. Il y a aussi les fameuses bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute pas loin de la rue Laberge du Canadian Tire, qui est dans le district numéro 11, qui est un enjeu. C'est un quartier qui est quand même pas mal tout bâti, donc il n'y a plus vraiment d'espace comme tel, de croissance comme tel. Il y a des enjeux de circulation automobile. Bref, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans l'ordre des choses dans les prochaines années? Bien, c'est certain que l'urbanisation va durer quand même quelques années, parce qu'il va se faire en 3 phases, l'urbanisation du boulevard Saint-Luc. La bretelle, bien là, il faut qu'on discute encore avec le MTQ, parce qu'on s'entend que c'est pas fait demain matin non plus. Mais il y a quand même un peu de secteur à développer ou à redévelopper. Parce que regardez le réseau Sélection, qui a quand même une dizaine d'étages le long de la 35. Les anciennes concessions automobiles. Oui, il y a encore des terrains dans de ces anciennes concessions automobiles. Il y a aussi les autobus d'Olbec qui devraient avoir un projet qui devrait s'en venir bientôt avec des maisons. Je pense qu'une ou deux maisons ont été achetées aussi. Fait que ça va être un projet aussi, un beau projet sur le bord de l'eau. Mais ça, c'est certain, il faut que ça soit accepté par les citoyens aussi. Là. On n'ira pas bâtir un 10 étages là-dedans. Là. On va se restreindre à quelques étages. Puis, il y a quand même eu l'agrandissement de la résidence Le Carrefour aussi. Tu sais, il y a quand même un peu, mais pas beaucoup, là, mais il y a peut-être certains endroits requalifiés. Et sur Jean Talon aussi, c'était des terrains très profonds et quand même assez larges. Fait qu'il y a certains secteurs qu'on autorise des triplex au lieu du résidentiel pour densifier, comme le gouvernement nous demande de faire. Bon. Quand on sollicite un nouveau mandat, c'est aussi de défendre son bilan. Donc, pour vous, quelles sont les réalisations dont vous êtes fiers là, au cours des dernières années dans votre district? Bien, on a quand même amélioré le stationnement autour de l'hôpital. On a ajouté des jeux dans plusieurs parcs, parce que j'ai quand même 4 parcs dans mon secteur. On a fait le gel de taxes en 2021. Ça a été unanime, mais c'est pas juste l'équipe Laplante qui l'a fait. C'est tous les conseillers. J'ai aussi, dans mon secteur, tantôt on parlait des constructions, on a favorisé l'agrandissement de l'hôpital. On a travaillé ensemble. On a aussi travaillé avec M. Papillon pour l'agrandissement de la clinique, qui est un très beau projet. Il a rénové son ancienne clinique, puis il a agrandi sa clinique. Fait que c'est quand même des beaux projets. Puis, il y a de l'asphaltage de plusieurs rues. Il y a quand même le 1055 séminaire aussi qui a été construit avec des bureaux et du commercial au début. Écoutez, la circulation, ça va quand même assez bien. C'est sûr que sur le boulevard Saint-Luc jusqu'au rond-point, il y a quand même de la congestion. Ça va être à adresser aussi, là. Et au niveau des finances de la Ville, parce qu'on sait que vous avez un profil finance, là, vous êtes CPA, donc comptable, puis vous avez siégé aussi sur le comité des finances de la Ville. Donc, dans les dossiers Grande Ville, pour vous, les finances de la Ville demeurent toujours un enjeu. On le sait qu'on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup de projets en immobilisation pour les années futures, mais bref, il faut avoir le moyen de nos ambitions. Il faut faire des choix. Comment vous voyez l'avenir financier de la Ville? Bien, l'année financière est quand même très bon parce qu'on va avoir quand même un surplus cette année encore. Mais c'est aussi, on a eu des subventions du gouvernement. Fait que c'est sûr que ça aide, ça, parce que si on n'avait pas les subventions du gouvernement, autant pour le transport en commun que pour tous les ajouts pour
contrer la pandémie. Ça a coûté des sous, puis ça coûte encore des sous, là. C'est certain qu'il faut faire des choix. Il y a beaucoup, beaucoup de projets sur la table. Il faut qu'on fasse des choix même déchirants. C'est sûr qu'on privilégie les projets subventionnés. Ça a toujours été la priorité. Là, on s'en va dans le centre-ville avec la tech. Une fois que le centre-ville va avoir été rénové et urbanisé, puis tout ça, il va y avoir encore de la tech à chaque année. Fait que, où on va les mettre, bien ça aussi, ça va être à privilégier certains secteurs. Oui. Mais toujours dans l'esprit de garder le contrôle sur la taxation foncière, que les citoyens n'aient pas à faire face à des augmentations futures? Bien, ça, c'est un enjeu. Puis, l'enjeu pour que les résidents n'aient pas un trop gros fardeau de taxes, c'est d'avoir des industries. Parce qu'on sait très bien que les taxes sur les industries et les commerces, c'est les plus hautes. Et après ça, c'est les résidents. Quand on regarde M. Danfous à Varennes, lui, son principe, c'était 20 des industries et commerces qui payent 80 des taxes et 80 des résidents qui payent 20 des taxes. Mais ici, à Saint-Jean, c'est difficile parce qu'on a plus de 70 qui sont des terres agricoles. Fait qu'on ne peut pas avoir le même commentaire que M. Danfous. Il faut travailler dans un autre sens avec l'agriculture. Puis aussi, on a l'enjeu des milieux boisés et des milieux humides qu'il va falloir qu'on retravaille encore pour le plan de conservation 3. Ça aussi, ça va jouer dans les finances de la ville. Il va falloir voir qu'est-ce qu'on conserve, combien ça coûte et où on va aller chercher l'argent. Est-ce qu'on en a assez encore avec le PC1 et le PC2 ou il va falloir aller chercher de l'argent dans les poches des citoyens? Il va falloir les consulter comme au plan de conservation numéro 2. Claire Charbonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Latour. Bonne chance et au plaisir de se revoir à l'automne dans le vif de la campagne électorale. Merci. Bonne journée. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. La prochaine Assemblée générale annuelle de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville va se tenir mercredi, le 28 avril à 18 h. Évidemment, ça se fait en mode virtuel. Pour information, allez sur fondationsanté.com. À demain. Bye-bye.